Une entreprise, c'est comme un être vivant. Elle ne peut remplir efficacement ses fonctions que si elle est en bonne santé. Malheureusement, comme tout être vivant, il lui arrive parfois d'être malade. Ainsi, une entreprise peut-elle connaître des difficultés de trésorerie ou souffrir d'une insuffisance chronique du plan de charge. Examinons de plus près ces mécanismes de fonctionnement et pénétrons dans ces divers services, bureaux, ateliers et magasins. On y décèle parfois des tensions internes, des conflits sociaux, des cloisonnements ou des défauts d'organisation qui sont autant d'entraves à la communication et à la coopération. Tout ceci favorise le développement d'un virus particulièrement insidieux, la non-qualité, dont les conséquences peuvent être dramatiques pour les utilisateurs du matériel et pour l'entreprise elle-même. En effet, la non-qualité est source de retouches, souvent nombreuses, et parfois même de rebut. Elle induit toutes sortes d'aléas techniques et ne manque pas de provoquer des mécontentements et des réclamations justifiées des utilisateurs. La non-qualité coûte cher. Et beaucoup plus qu'on ne le pense généralement. Pour un matériel donné, l'activité de l'entreprise comprend schématiquement 2 grandes étapes. D'abord, la conception, avec 3 phases successives. Faisabilité, étude de plusieurs solutions, puis choix de l'une d'entre elles, et développement de la solution retenue qui aboutit à la définition du matériel. Ensuite, deuxième grande étape de la vie du matériel, la réalisation et le soutien en utilisation. Quand l'entreprise souffre de non-qualité, c'est le plus souvent parce que la compétence technique des ingénieurs et des techniciens et le savoir-faire des ouvriers sont trahis par des défauts d'organisation et de méthode dans la conduite et l'exécution des travaux. D'où la nécessité d'une méthodologie. Laquelle? Eh bien, il est clair, avant toute chose, qu'une condition nécessaire à l'épanouissement de la qualité, donc de l'entreprise, est une bonne santé générale, c'est-à-dire une gestion efficace, une bonne organisation, une situation commerciale, économique et sociale satisfaisante. En outre, la qualité se maîtrise, elle se gère de manière spécifique, comme les finances par exemple. Elle se construit en mettant en œuvre des règles d'organisation et de management, des procédures et des méthodes de travail rigoureuses. La maîtrise de la qualité repose en premier lieu sur une action volontariste de la direction, insufflant la motivation nécessaire et générant un esprit qualité, un climat favorable à la qualité à tous les niveaux de l'entreprise. La méthodologie est d'abord préventive. Elle vise à créer les conditions permettant de bien faire du premier coup. Mais elle est aussi curative pendant la conception et la réalisation. Les résultats sont comparés aux objectifs, de façon à déceler les écarts et dérives éventuelles le plus en amont possible et à éliminer les causes de non-qualité le plus rapidement possible. Cette méthodologie préventive et curative s'appuie naturellement sur un certain nombre d'outils spécifiques. Citons d'abord, parmi ceux-ci, le manuel de la qualité, qui définit l'organisation, la répartition des responsabilités et les méthodes générales de l'entreprise pour maîtriser la qualité. Par ailleurs, pour chaque projet sont utilisés des outils particuliers pendant les phases de conception et de réalisation. Dès la conception, on sait bien que la qualité ou la non-qualité est déjà en germe dans la spécification qui découle du besoin à satisfaire et le traduit de manière précise et complète. Divers points d'arrêt sont prévus pour jalonner les phases de conception. À l'issue de chaque phase, on fait le bilan de ce qui est acquis, avant de décider d'engager la phase suivante. Le projet est-il faisable? Quelle solution choisit-on? La définition du matériel répond-elle aux besoins? La qualification est prononcée au vu d'un dossier justificatif après avoir effectué les essais probatoires nécessaires. La qualité du matériel est contenue dans le dossier de définition. La fabrication ne peut qu'ajouter de la non-qualité de réalisation à la non-qualité de conception. Pour le passage souvent délicat à la production, un dossier de définition clair et complet, avec si nécessaire un plan de qualité, permet de bien maîtriser cette étape particulièrement sensible à l'infiltration de la non-qualité.
Pour les activités de production, la méthodologie à appliquer est bien connue. Qu'en est-il de la sous-traitance? Pour l'évoquer, il faut d'abord situer l'entreprise dans son environnement industriel. L'entreprise dispose d'un réseau de fournisseurs qui eux-mêmes ont leurs propres fournisseurs. Notre entreprise, donc, réalise, grâce aux éléments qu'elle reçoit et à son travail propre, les matériels qu'elle livre à ses clients. Compte tenu de l'imbrication et de l'interdépendance du tissu industriel, la non-qualité d'une fourniture quelconque risque de contaminer toutes les entreprises qui vont l'utiliser. Et par conséquent, le matériel final sera de mauvaise qualité, avec tous les risques que cela comporte. Pour maîtriser la qualité des fournitures approvisionnées à l'extérieur, l'entreprise doit d'abord définir les critères de sélection de ses sous-traitants et fournisseurs. Un point particulièrement important, les sous-commandes doivent être assorties de spécifications précises et complètes. Ceci est d'ailleurs valable en cascade de client à fournisseur. L'entreprise exigera donc de chacun de ses fournisseurs l'assurance de la qualité des produits qu'il lui livre. Elle veillera cependant à corriger à son niveau les éventuelles défaillances du système d'assurance de la qualité de son fournisseur. Une fois les matériels assemblés, contrôlés et livrés, l'entreprise doit organiser la collecte des informations sur les faits techniques rencontrés en utilisation, dans le but d'orienter les actions correctives à tout niveau. La mise en place de cette méthodologie et le suivi de sa bonne application sont confiés à un animateur qualité, dont le rôle est fonctionnel. Il est rattaché à la direction de l'entreprise et indépendant des services opérationnels. Faisons ici un retour en arrière pour souligner quelques idées essentielles. La qualité se décide. Les dirigeants en sont les premiers responsables. La qualité est l'œuvre de tous ceux qui participent au processus de conception et de réalisation du matériel. Avoir l'assurance de la qualité, c'est être sûr, par anticipation, que le matériel sera apte à l'emploi pour lequel il est prévu. La qualité se construit avec des outils méthodologiques dès le stade initial de la conception qui la détermine, puis au stade de la réalisation qui la concrétise. La qualité se maîtrise et c'est cette maîtrise qui donne aux clients et aux utilisateurs l'assurance de la qualité. Enfin, la maîtrise de la qualité est rentable. Elle contribue à améliorer l'image de marque de l'entreprise. Élargissons maintenant notre champ d'observation et considérons une entreprise, maître d'œuvre industriel, chargée de conduire la conception et la réalisation d'un système complexe, intégrant et combinant divers matériels. L'entreprise maître d'œuvre industriel fait appel à des entreprises sous-traitantes, telles que celles que nous venons de voir. La qualité du système complexe dépend de la maîtrise de la qualité dans chacune de ces entreprises et de l'efficacité du pilotage exercé par le maître d'œuvre industriel. Il s'agit en quelque sorte pour ce dernier de coordonner dans un ensemble d'entreprises montées en parallèle l'ensemble de leurs activités montées en série. Il va de soi que dans cet ensemble industriel, la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais nécessite une bonne planification et une organisation rigoureuse des travaux que traduit clairement l'organigramme technique. Mais les principes directeurs de la maîtrise de la qualité sont les mêmes à l'échelon du système à créer et du maître d'œuvre industriel, comme à l'échelon de chacun des matériels composant le système, on retrouve la même démarche et le même type d'outils diversifiés. Le maître d'œuvre industriel travaille lui-même au profit et sous le contrôle d'un maître d'ouvrage qui a la responsabilité de faire réaliser le système apte à l'emploi prévu par les utilisateurs. Cette responsabilité est en fait exercée par le directeur de programme nommé par le maître d'ouvrage. Le directeur de programme, assisté d'une équipe fonctionnelle, est responsable au plus haut niveau de la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais. Pour ce qui est de la qualité, le directeur de programme fait en sorte que le besoin soit clairement et complètement défini. Il fixe au maître d'œuvre industriel les objectifs à atteindre. Il organise la planification de l'ensemble de l'opération avec les points d'arrêt nécessaires. Il veille à ce que les outils méthodologiques de la maîtrise de la qualité soient en place et soient correctement utilisés.
Il s'attache en premier lieu à la maîtrise de la qualité de la conception par le maître d'œuvre industriel et ses principaux coopérants. Il veille également à la bonne réalisation des matériels à tous les stades. Le directeur de programme doit être sûr que le matériel sera apte à l'emploi prévu. Il doit enfin être capable d'offrir cette assurance aux futurs utilisateurs, et ceci dès le lancement du programme. Récapitulons. La qualité, assurément, résulte d'abord de la compétence technique des ingénieurs et des techniciens, ainsi que du savoir-faire ouvrier. Mais cela ne suffit pas. La maîtrise de la qualité repose aussi sur une organisation, un management, une méthodologie et des outils. Ces règles générales simples sont applicables à tous les échelons de l'activité industrielle. On peut même penser qu'elles débordent très largement le cadre de celle-ci. Mais ceci est une autre histoire.